Bonjour tout le monde. En complément de la présentation et faire le lien avec le salon, avec le thème du salon, c'est comme il a dit Simon derrière, donc je suis ingénieur consultant, manager en santé et sécurité au travail, mais aussi avec une longue expérience dans le domaine de l'énergie et des mines. Et d'où le thème du sujet, qui est la santé et sécurité au travail dans le domaine minier, étant donné que c'est une particularité, ou là comment voir, comment capitaliser sur les particularités de ce domaine. Donc d'abord, de manière générale, quelle est l'importance qu'on se donne à la santé et sécurité dans l'entreprise? Vous avez vu tous, après les incidents, avec les accidents dramatiques comme celui de Rosamor, quelle est la mobilisation au niveau national, quelles sont les recommandations qui ont été faites au niveau de la commission interministérielle, et on y est encore, parce que tous les jours, il y a des accidents, il y a des incidents, il y a des spécificités de certains volets de la sécurité, comme la sécurité routière, qui touche aussi l'entreprise au niveau des accidents de circulation, au niveau des accidents de trajet et au niveau de la circulation dans l'entreprise. Donc, à partir de cette problématique, de ce thème de santé et sécurité au travail, quelles sont les particularités, quelles sont les spécificités du domaine minier. Le sommaire que je vous propose, c'est celui-là. D'abord, la santé et sécurité au travail dans l'entreprise de manière générale, quelle est son importance, comment doit-on la maîtriser, quels sont les investissements à faire dessus, comment on peut capitaliser dessus et quels sont les retours. Parce qu'on peut aussi bien investir en équipement qu'en investir en maîtrise de la santé et sécurité au travail. Deuxième chapitre, c'est les spécificités du secteur des mines et carrières. C'est un secteur qui est ancien, qui est particulièrement connu par sa dangerosité, mais comme on dit, comment prévenir le personnel, comment faire en sorte que le personnel, les ouvriers, l'encadrement qui vont dans les chantiers de la mine vont pour gagner leur vie et non pas pour la perdre. Les perspectives d'amélioration, comment concevoir l'avenir en améliorant l'existant, comment capitaliser sur le vécu, sur les indicateurs, et particulièrement le secteur de l'énergie et des mines au Maroc, c'est celui où il y a les meilleures statistiques, la continuité dans ces statistiques comparativement aux autres secteurs comme celui des travaux publics et bâtiments. Enfin, la prévention et la protection comme étant les principes sur lesquels l'action peut se faire, comment prévenir, comment protéger et quelles sont les différences entre ces deux principes d'action dans le management de la santé et sécurité au travail. Et enfin, une conclusion générale pour imaginer en mieux le futur en maîtrisant ces aspects-là. Donc d'abord, la santé et sécurité au travail dans l'entreprise. Les enjeux sont importants et des fois majeurs, mais je passe sur les enjeux qui sont communément pris en considération, les aspects financiers, les aspects image de l'entreprise, les aspects mobilisation des ressources humaines, et je vais directement dans des aspects qui sont en cohérence avec le management de la santé et sécurité au travail. Je ne sais pas si dans la salle il y a des spécialistes en management de la santé et sécurité au travail, parce qu'aujourd'hui il y a des cadres du niveau Bac+5 qui sont spécialisés dans cette discipline. Et moi j'ai fait le pont pour dire que l'intérêt particulier de l'énergie des mines et par contre aussi l'importance, le capital qui a été cumulé au niveau de cette structure. Alors, à part les enjeux qui sont communément connus et dont on parle, il y a la préservation des ressources humaines. Hier, à l'ouverture, j'ai assisté à l'ouverture et j'ai entendu les propos de M. le ministre qui a parlé de l'intérêt national des ressources souterraines, que c'est important de capitaliser, de les préserver et d'en faire un bon usage.
Moi, je dirais qu'il y a aussi les ressources humaines. Comment faire que ces ressources humaines soient préservées? Parce qu'au niveau du secteur minier, c'est des ressources humaines qui mettent beaucoup de temps à se former. L'expérience, elle ne vient pas du jour au lendemain. Même après une formation, il y a l'expérience du terrain. Et donc, c'est des ressources à préserver. Comment les préserver pour faire en sorte que ces ressources qui sont exposées à des dangers spéciaux, à des dangers spécifiques à ces chantiers-là, ne soient pas perdues pour l'entreprise. L'accident, la réparation et la répression. Les accidents de travail, il y a énormément d'accidents de travail qui sont comptabilisés chaque jour. Et en termes de concept, on dit que le management de la sécurité, il se fait autour de principes. Un principe qui voudrait maîtriser l'organisation, la responsabilité et les définitions de fonctions et les procédures. Il y a aussi des principes d'action qui se trouvent au niveau de la prévention et de la prévention et de la protection. Quand ces principes sont défaillants, on se retrouve devant des principes qu'on subit. Quand il y a accident, c'est un dommage. Or, on cherche à travailler sur les dangers et non pas sur les dommages. Les dommages, on les subit. Les dangers, on les identifie. On les analyse en termes de risques et on évalue les risques en termes de probabilité d'occurrence des accidents. Donc, quand on raisonne sur les dangers, ça veut dire qu'on est en train de comptabiliser les accidents. Les accidents, ils sont traduits aussi par des indicateurs. Et les indicateurs dont la plupart des entreprises sur lesquelles communiquent, c'est des indicateurs de danger. Nombre d'accidents, taux de fréquence, taux de gravité, nombre de postes perdus, et je pourrais en citer des dizaines. On est dans le raisonnement sur les dommages. Donc, on enregistre des dommages, on les subit. Par contre, travailler sur la sécurité et l'améliorer, c'est travailler sur les dangers. Alors, quand on subit les dommages, il y a deux principes encore beaucoup plus graves qui sont subis, c'est la réparation et la répression. Je suis toujours au niveau de la deuxième ligne. Donc, la réparation, c'est l'obligation de réparer les accidents de travail, et la répression, quand il y a lieu d'aller au-delà, et c'est des gens qui se sont retrouvés en prison comme les responsables de Rosamor. La réparation, c'est aussi un poids lourd pour l'entreprise. Et j'en sais quelque chose parce que j'ai pu assister à des réunions qui sont sur l'assurance des maladies de travail pour les entreprises minières, au point où les assureurs ne veulent plus assurer les entreprises minières, au point où du personnel qui est déjà parti de l'entreprise minière revient pour attaquer en justice pour avoir ses droits étant touché par une maladie professionnelle qu'il peut déclarer et être réparé. Donc quand on parle des réparations, c'est un principe qui est subi et malheureusement, c'est une particularité aussi du secteur parce qu'on se protège par rapport aux dangers. Il y a différentes sortes de dangers. Il y a aussi les nuisances. Et les nuisances, ce sont les nuisances qui, si le personnel s'il n'y a pas de la prévention, s'il n'y a pas de la protection, le dommage, au lieu que ce soit un accident de travail, ça peut être une maladie professionnelle. L'évolution technique, c'est aussi un enjeu majeur parce que les mines ont connu aussi la possibilité d'exploiter les nouvelles technologies, la mécanisation des activités minières pour améliorer le rendement, mais aussi pour améliorer la sécurité des employés. La formation et la sensibilisation, c'est les incontournables pour faire en sorte de travailler sur la prévention. Un des axes de prévention, c'est former et sensibiliser pour que le premier acte du personnel soit de pouvoir se positionner convenablement et se protéger par rapport aux différents dangers. Enfin, il y a la réglementation. Et la réglementation, hier, il y a une allusion qui a été faite à la réglementation dans le secteur des mines. C'est une réglementation qui est très ancienne, qui est toujours en cours.
mais il y a aussi un projet de code minier qui a mis beaucoup de temps, peut-être une vingtaine d'années que ça rentre dans le pipe, comme on dit, et puis ça ne débouche pas. Aujourd'hui, il y a toujours un projet de code minier, il n'y a pas de code minier. Il y a aussi une réglementation des textes qui sont innombrables, mais qui sont anciens, qu'il va falloir actualiser. Ça aussi, c'est un axe important d'amélioration. On ne peut pas améliorer s'il n'y a pas un cadrage de l'activité par une réglementation adaptée. Il y a aussi des procédures qui sont particulières à l'activité. Il y a des procédures, j'en citerai des agréments pour que le personnel puisse avoir accès à certaines machines. Il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils soient sensibilisés, mais aussi habilités, comme l'habilitation pour les installations électriques. Enfin, la politique santé-sécurité au travail pour laquelle il y a de l'actualisation à faire pour tenir compte de ce qui arrive dans le secteur et ce qui arrive autour. J'en viens aux spécificités du secteur des mines et carrières et j'en citerai les suivantes. Je mets tout le paquet comme ça, vous pouvez balayer toute la diapositive et je commente. Au niveau des spécificités, c'est d'abord l'historique, je commence par le haut. L'historique qui est un héritage important pour le secteur des mines et en le liant au thème d'aujourd'hui, la France par exemple, qui n'est pas très loin par rapport à nous, a capitalisé énormément sur la santé et sécurité au travail dans les mines. Hier, il y avait un orateur français qui a annoncé que la dernière mine en France s'est arrêtée il y a quelques jours. C'est une mine d'ardoise. Et ce qui a été fait, c'est capitaliser sur la santé et sécurité au travail parce que les charbonnages de France, quand ils étaient en pleine évolution, le centre de recherche qui était dédié au charbonnage de France était dédié pour les aspects sécurité, santé et sécurité au travail. Donc il y a parmi nous des collègues et orateurs français qui ne vont pas dire le contraire. Donc le fait que ça soit dédié à la santé et sécurité au travail, c'était le CERCHAR. Le CERCHAR, c'est le centre de recherche des charbonnages de France. Il n'a pas été perdu parce que c'est le CERCHAR qui est devenu l'INERIS, qui est un organisme d'État français qui est reconnu mondialement en termes de santé et sécurité au travail. Donc la capitalisation sur un secteur qui est particulièrement dangereux a fait que la maîtrise des risques a eu lieu grâce à beaucoup de travaux qui ont permis de pouvoir capitaliser cette expérience pour le reste des activités. La réglementation, donc j'en ai parlé, je n'en reviens pas dessus. Les aspects comportementaux, on dit souvent que les mineurs sont un peu particuliers, mais en plus, il y a des aspects très positifs qui font que c'est une communauté qui a des qualités, qui a de grandes qualités sur lesquelles il faut reposer pour justement l'aspect santé et sécurité au travail, parce qu'il y a dans ces aspects comportementaux, il y a de la rigueur, il y a de la discipline, et justement parce que quand on est dans un secteur où il y a tant de discipline, c'est un plus sur lequel on peut capitaliser. La nature des dangers et des risques, donc les risques sont en termes de probabilité d'occurrence la manifestation des dangers, et pour le secteur des mines, on peut avoir toute la panoplie des dangers. On a vu, je crois que dans les présentations, il y aura des dangers, la présentation des convoyeurs. Un danger, c'est les machines tournantes. Or, les convoyeurs des mines sont particulièrement dangereux, c'est les dangers machines tournantes. Nous avons les dangers inhérents à l'électricité, et d'où les qualités particulières que doivent avoir les équipements électriques dans les mines. Je ne dis pas beaucoup, on aura l'occasion de revenir dessus, ou s'il y a des questions particulières sur les dangers et les risques. Par contre, il y a aussi une autre particularité, c'est l'activité à approche intégrée. Les mines sont situées dans des zones qui sont lointaines, et d'où la nécessité d'avoir à côté de la mine
et dans sa périphérie, toutes les autres activités. Il y a la mine, il y a les usines de traitement, il y a les ateliers centraux, il y a tout ce qu'ils font, et même au niveau social. Donc c'est une activité qui est intégrée. Quand elle s'implante dans un endroit, donc il y a un peu tout. C'est une particularité aussi à prendre en considération. Et il y a aussi les bonnes pratiques. Donc certaines bonnes pratiques sont spécifiques aux mineurs de chantier qui font que c'est des bonnes pratiques sur lesquelles il faut beaucoup plus capitaliser. On les retrouve plus tard dans des secteurs qui ont pris les meilleures bonnes pratiques, qui les ont transposées dans leurs activités. Ça, c'est une spécificité ou des spécificités de manière générale dans le secteur des mines. Voyons voir un peu au niveau marocain. Il y a une réglementation qui est très ancienne, mais qui a aussi ses forces. Il reste à l'actualiser, et j'ai parlé de l'exemple du Code du travail. Il y a aussi quelque chose qui est très fort au Maroc dans sa réglementation. Il y a l'institution des DHS que j'ai projeté sur l'écran. Les DHS, c'est les délégués à l'hygiène et à la sécurité. Donc c'est une institution, c'est des gens qui sont peuvent avoir des couleurs syndicales différentes, mais qui sont élus par les personnels pour un mandat de 3 ans. Et durant ce mandat, ils sont dédiés entièrement à la santé et sécurité au travail. Et durant ce mandat, ils restent sur le chantier, mais ils sont détachés à l'administration de l'énergie et des mines. Donc ça, c'est des acteurs particulièrement importants parce que, j'en ai connu et puis on avait œuvré longtemps pour que, juste après leurs élections, qu'il y ait une formation et une sensibilisation, surtout une formation sur tous les aspects pour qu'ils puissent accomplir pleinement leurs devoirs et pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs charges au bénéfice de l'entreprise et de la santé et sécurité de leurs collègues et camarades. L'utilisation des explosifs est aussi importante et qui a une particularité au Maroc. Ça a évolué. Il reste encore des évolutions, mais une des grandes évolutions, et j'ai vu hier des acteurs de ce secteur, qui est celle de la CIS, la consommation immédiate sur site. Ça a été fait une grande évolution parce que ça a permis d'intégrer les procédures administratives qui accompagnent le transport, la livraison, l'utilisation et le retour des explosifs, étant donné que c'est une matière qui est sensible et extrêmement dangereuse. Le suivi statistique de certains indicateurs, j'ai dit que le secteur des mines au Maroc avait cette particularité et cette force, c'est que le suivi a été important et il y a une continuité dans son suivi et des indicateurs. Enfin, des évolutions techniques, la mécanisation des chantiers, la mise en place de nouvelles technologies, et on en parle chaque jour, surtout quand il y a des entreprises qui sont structurées et qui veulent améliorer leurs performances. Et en améliorant les performances, il y a aussi l'amélioration de l'exposition du personnel par rapport aux différents dangers. La troisième partie de cette diapositive, c'est au niveau international, qu'est-ce qu'il y a eu. Donc on voit que plus proche de nous, au niveau européen, particulièrement en France, il y a le déclin des mines et carrières, mais comme j'ai dit tout à l'heure, comment capitaliser sur cette expérience intéressante. Il y a la réhabilitation des sites qui est devenu un aspect, un des volets environnementaux, pour ne pas dire aspect parce que c'est un terme qui a sa signification. En environnement, il y a l'obligation de restituer les sites pour ne pas laisser les conséquences en termes de dommages par rapport à l'activité, par rapport à la situation du site. Et enfin, hier, l'orateur français qui a fait sa présentation a parlé aussi de, malgré l'extinction des sites, la dernière mine qui a fermé il y a quelques semaines, donc a vu la réaction de la population locale. Donc d'une part, au début, on parle des mauvais côtés de la mine, de la pollution, de la modification de l'aspect naturel du site, mais quand ça a arrêté, du moment que ça a un rôle important au niveau économique, la réaction de la population locale
elle ne s'est pas fait attendre parce que les gens ils veulent continuer à travailler, ils veulent vivre de cette ressource naturelle, mais comment les aider pour vivre dans les meilleures conditions. Au niveau spécificité santé sécurité du travail dans les mines, j'en viens à des termes, j'ai demandé tout à l'heure est-ce qu'il y a des spécialistes parmi vous, j'en viens à des termes un peu plus conséquents mais digestes quand même, donc on peut simplement les comprendre. Il y a en termes de danger le milieu qui est particulier. Donc c'est un milieu qui se trouve dans des, selon la nature de la mine, c'est un espace qui peut être restreint, exigu, où il y a la problématique de l'aération, la problématique des poussières, il y a en termes de danger, risques et situations dangereuses, elles sont multiples et variées. Hein. Il y a les travaux en hauteur, il y a les machines tournantes, il y a l'électricité, il y a les chutes, les blessures, donc la manutention qui est importante, des fois manuelle ou mécanisée, et j'en passe. Donc la nature des dangers et des risques, c'est beaucoup plus varié. Et donc par rapport à ces dangers-là, comment protéger, comment prévenir ces dangers, comment protéger le personnel pour qu'ils en soient le moins touchés et pour limiter les dommages. Bien sûr, il y a des actions de prévention et de protection. L'expérience cumulée qui doit être aussi capitalisée pour éviter que des incidents ne se répètent pas. L'organisation rigoureuse et les procédures, donc le secteur est beaucoup plus connu. On avance, il faut garder cette avance par rapport à d'autres en termes de procédures rigoureuses pour les différentes opérations. Enfin, je rappelle aussi l'institution des délégués, qui est une force aussi, du moment que la réglementation impose cette institution, qui sont des personnes qui sont dédiées entièrement à la sécurité de leurs collègues. Et enfin, la réglementation et la normalisation. Il y a la réglementation des mines qui est ancienne, il y a aussi la réglementation en santé et sécurité du travail aujourd'hui au Maroc qui est nouvelle et qui se déploie. Il y a le code minier qui s'applique également avec les différents décrets d'application qui vont jusqu'à des détails de mesures, des nuisances, si on ne cite que le décret de mai 2008 par exemple. Alors, par rapport à toutes ces barrières en termes de prévention-protection, qui sont de nature différente, qui soient techniques, humaines ou organisationnelles, comment les faire fonctionner et comment réussir à maîtriser les risques de telle manière à ce qu'on évite les dommages qui sont du genre accidents de travail, donc des postes perdus, des personnes des fois, des vies humaines perdues, qui peuvent être aussi des maladies professionnelles. Donc la nature des dommages, elle est variée, mais des fois d'une gravité particulière. Donc le coût de la préparation des ressources humaines et des compétences, là aussi il faut l'avoir en tête parce que c'est un domaine où les ressources humaines mettent du temps pour acquérir cette compétence. Donc ce capital humain, il est important et à considérer au même titre que les ressources naturelles pour lesquelles toutes ces ressources se mobilisent pour leur exploitation dans les bonnes règles. Donc, si je reviens à la nature des dangers, on peut citer quelques-uns et on a pratiquement tous, c'est un secteur où on retrouve de l'électricité, les travaux en hauteur, les chutes de hauteur, les machines tournantes et particulièrement les convoyeurs à bande, la manutention dans tous ses sens, la manutention manuelle et surtout la manutention mécanisée, l'utilisation des chariots élévateurs, l'utilisation des camions, les projections, les poussières, les nuisances diverses, etc. Donc, ces dangers, donc, par rapport à des situations dangereuses devant lesquelles peut se trouver le personnel, donc ces situations dangereuses sont accentuées par les contraintes qui sont spécifiques au secteur. Donc, les contraintes d'éloignement, des chantiers qui sont normalement beaucoup loin par rapport à l'accès des mines et des carrières.
la difficulté ou les difficultés qui sont spécifiques à certaines manœuvres. Des chantiers qui sont dynamiques, dans l'espace, ils sont mouvants, c'est-à-dire un chantier, l'exploitation, elle se prolonge et le chantier d'aujourd'hui, vous le retrouvez à quelques mètres ou à quelques dizaines de mètres le lendemain. Il n'est plus la même place comme un atelier dans l'industrie chimique ou un atelier dans une autre industrie. Les outils utilisés ont aussi leur spécificité. L'utilisation des explosifs, c'est un plus et une contrainte à gérer dans les bonnes règles. L'espace réduit qui conduit à un besoin en aération forcée et enfin les nuisances diverses. Toutes ces situations dangereuses font que les dangers dont on a cité quelques-uns peuvent conduire à des risques et à des probabilités d'occurrence de dommages qui sont importantes. Pour les perspectives, quelles sont donc les perspectives si on prend en compte cette réalité qui, d'une part, est une réalité qui est positive parce qu'il y a une réglementation, il y a une organisation, il y a une rigueur, il y a un historique, il y a un capital humain qui a mis beaucoup de temps à devenir opérationnel et à devenir efficace. Donc, par rapport à la route de demain que vous connaissez certainement, le PDCA, l'action, je crois, la plus importante à faire, c'est au niveau du P, au niveau de la planification. Et la planification, ça inclut deux volets qui sont importants. C'est l'analyse de la conformité réglementaire. D'abord, connaître les textes, mais comme les textes au Maroc, il y en a qui sont applicables, mais il y en a aussi qui sont en projet. Il faut rester en veille réglementaire pour anticiper par rapport à ces textes. Il y a, à côté de ce gros travail qui est celui de la conformité réglementaire, celui des risques. Identifier les dangers, analyser les risques, mais surtout, actualiser cette analyse des risques parce qu'il y a des changements qui ont eu lieu, des changements au niveau du matériel utilisé, des changements au niveau surtout du personnel, parce que c'est un secteur qui a connu des changements importants au niveau des recrutements, au niveau des départs. Donc, c'est des recrutements qui sont massifs, qui sont en nombre important, et l'accompagnement de ces recrutements n'est pas facile. Donc, il faudrait s'y mettre, et comme si on veut aller au-delà par rapport à mettre en place des systèmes de management adaptés en santé et sécurité au travail, il faut carrément qu'il y ait des procédures de formation et de sensibilisation qui soient adaptées et qui soient en perpétuelle amélioration pour vraiment pouvoir mesurer l'efficacité du personnel qui est mis en place par rapport aux dangers auxquels ils sont exposés. Donc, capitaliser, améliorer en continu, actualiser les procédures et accompagner l'adaptation. Enfin, anticiper aussi sur les choses à venir. La prévention et la protection sont au cœur de l'amélioration parce que c'est les parties actives du management de la santé et sécurité au travail et particulièrement dans les mines et carrières. Donc, comment faire par rapport aux structures santé et sécurité au travail qui sont dédiées, les ingénieurs sécurité, les agents de sécurité, les délégués à l'hygiène et la sécurité et les services de médecine du travail. Comment faire en sorte qu'ils puissent s'acquitter de leur mission et de valoriser cette mission et qu'elle soit soutenue par la hiérarchie, par la direction, parce que, en définitive, par rapport à la réglementation, le premier responsable quand il y a l'accident, quand il y a dommage en termes d'accident, en termes d'accident mortel, en termes de maladie professionnelle, le premier responsable, c'est le patron de l'entreprise. La formation, la sensibilisation, pas en tant qu'objectif, mais en tant que moyen. Donc, ils doivent être adaptés aux conditions de travail, adaptés aux activités, et faire en sorte qu'en bout de ligne, qu'il y ait une évaluation de cette formation. Est-ce qu'on a atteint l'objectif? Est-ce que la personne qu'on va mettre sur le chantier ou qu'on a repris et qu'on réinjecte sur le chantier, est-ce qu'il est en condition de s'acquitter de ces tâches? Quand il y a une personne qui est en interruption pour une période donnée, pour reprendre son poste, est-ce que ça ne nécessite pas de le reprendre en charge pour le sensibiliser et actualiser ses formations parce qu'entre-temps,
le chantier a bougé et les équipements ont changé. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité dans les procédures de formation de sensibilisation d'ajouter l'accueil, la procédure d'accueil au vrai sens du terme? On accueille des visiteurs, on accueille des stagiaires, mais on accueille aussi dans des postes nouveaux du personnel qui a été muté d'un poste à un autre. Cet accueil doit permettre qu'il s'adapte à cette nouvelle situation, parce que toute situation, elle est accompagnée par des dangers, par des risques. Ce n'est pas pour faire peur, mais pour pouvoir intégrer ces aspects-là dans son management. Enfin, la mécanisation et les meilleures technologies. Le secteur connaît la mécanisation, ici, il peut profiter des meilleures technologies. Dieu sait qu'elles sont importantes, et on peut voir que même au niveau de la géologie des mines aujourd'hui, très peu d'entreprises minières restent non équipées en SIG, en système d'information géographique, qui permet d'utiliser la nouvelle technologie, permet d'utiliser l'informatique pour gagner du temps sur les choses qui peuvent être traitées moyennant plus de moyens, avec plus de délais. La télésurveillance, comment pouvoir l'utiliser pour suivre et piloter les indicateurs et les paramètres à distance, mais la télésurveillance peut aussi intégrer les aspects de sécurité et de sûreté au travail. La maîtrise opérationnelle, donc les activités qui sont particulièrement associées à des dangers, comment faire en sorte qu'elles ne le soient plus, qu'elles soient maîtrisées. C'est la maîtrise opérationnelle. Et enfin, la maîtrise des situations d'urgence, n'attendre pas que ça arrive et pouvoir identifier quelles sont les situations d'urgence devant lesquelles on peut se trouver et anticiper dessus, faire en sorte qu'il y ait des procédures qui ont identifié les personnes intervenantes par rapport aux fonctions, par rapport à ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils doivent faire, et du même coup rassurer l'ensemble comme quoi, quand je travaille à mon poste, donc je travaille dans des conditions saines et rassurées. Et enfin, tout cela, pour qu'il fonctionne mieux, c'est de le mettre dans un système de management global pour qu'on sache où est-ce qu'on va, et pour qu'on ait un outil qui nous permet de gérer tous ces aspects-là et d'éviter en fait de travailler beaucoup sur la prévention et la protection pour éviter les dommages et pour éviter la réparation qui coûte énormément cher à l'entreprise. À ce moment-là, on pourrait dire qu'il y a une amélioration en perspective. En conclusion, la mise en place d'un système de management de la santé et sécurité de travail pourrait permettre de raisonner dans le cadre de ce que vous connaissez déjà dans le PDCA, planifier, mettre en œuvre, évaluer, améliorer, mais surtout les deux petits terres que je vois, c'est les axes d'effort immédiats sur lesquels c'est la réglementation, la mise en conformité réglementaire, l'anticipation et la veille réglementaire, et le travail sur les risques, l'identification, l'actualisation de la connaissance de nos risques. Donc, tout cela peut avoir comme composante les différentes axes que je mets ici, donc la politique qui doit être claire et adaptée à l'activité, les exigences légales, l'identification des dangers, la structure et responsabilité, etc. J'en passe parce que là, on rentre dans le... Et donc, rester quand même par rapport à l'immédiat qui est celui d'actualiser la réglementation et les risques. Alors, capitaliser sur les bonnes pratiques, ça c'est la particularité sur laquelle je voudrais revenir. Les bonnes pratiques qui sont importantes au niveau du secteur des mines et carrières, c'est des consignes spécifiques. Il y en a qui sont particulières à chaque activité et équipement. Les procédures, la discipline qui doit être gardée parce que ça fait partie aussi des atouts, la rigueur, l'appartenance. Les mineurs se sentent beaucoup plus appartenant à un secteur qui est le leur, l'affichage, la maîtrise opérationnelle et l'esprit d'observation qui est aussi une qualité du personnel de ce secteur.
capitaliser sur les bonnes pratiques, mais aussi ne pas oublier d'anticiper par rapport à tout ce qui concerne la santé et sécurité des travailleurs dans le secteur. Capitaliser sur l'humain, hein, pour utiliser comme tremplin, capitaliser sur un historique riche, et c'est pour ça que j'ai mis les capitales sur le H&H, c'est l'humain et l'historique, c'est les forces de ce secteur-là. L'actualisation de la conformité réglementaire, hein, faire du forcing pour que le code minier sorte enfin au jour, la mécanisation et les meilleures technologies disponibles, la dynamisation et l'adaptation de la formation et sensibilisation. On parle beaucoup de formation et sensibilisation. Il faudrait que ce soit des formations et sensibilisation qui répondent à un besoin. Et il faudrait que le besoin soit maîtrisé et connu. Faire une formation et une sensibilisation qui n'est pas adaptée, on passe à côté, on dépense de l'argent, mais sans arriver au but. La formalisation des systèmes de management pour aider à maîtriser, pour aider à aller de l'avant, et enfin, le comportement impératif d'amélioration. Donc, et voilà, donc je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je suis effectivement M. Marc Derieux. Ma société s'appelle Derieux SA. C'est un cabinet d'expertise uniquement dans le convoyeur à bande. Mon action se fait sur le monde entier, aussi bien à l'ouest du côté États-Unis, Chili, à l'est la Chine, Malaisie, Nouvelle-Calédonie. Le plus au sud, ça va être l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Madagascar. Et puis au nord, ça sera la Pologne, des choses comme ça. Donc, du côté pratique, mes collaborateurs vont vous remettre à chacun une clé USB avec le programme de la conférence et d'autres petites informations, notamment mon site web, qui vous permettra de savoir exactement qui je suis, ce que je fais. Très bien. Il y a également la partie calcul, parce que cet après-midi, je fais un atelier de calcul qui est la suite de cette conférence sur la sécurité des convoyeurs. Il est évident que toute belle parole doit être confirmée par une application, une démonstration de préférence scientifique, et là, ça sera une démonstration par le calcul. Cette conférence, cet atelier de calcul sera à 16h30, et je vous invite à revenir à 16h30 si vous avez de la patience. Alors, en ce qui me concerne également, je suis qualifié par l'OPQ-IBI, c'est un organisme de qualification spécifique pour les ingénieries. Et en France, je suis la seule entreprise à être qualifiée et à faire des calculs certifiés. C'est des fois intéressant pour votre développement. Je fais partie également d'un syndicat professionnel des experts en France qui, effectivement, est très respectueux des déontologies sur ce qu'est un expert et son activité quotidienne. Alors, j'avais envoyé des invitations à pas mal de clients et on va trouver dans ces invitations notamment la puissance publique, les pouvoirs publics, puisque eux vont représenter le droit dans chacun de son pays, les ingénieristes qui, eux, vont établir les projets. Et dans les projets, il va y avoir des spécifications techniques, des cahiers des charges, etc. Et c'est là où on va avoir quelques petits soucis. J'ai invité également des constructeurs, puisque eux vont soumettre les projets à l'ingénieriste et au client final. Bien évidemment, le client final, l'utilisateur des convoyeurs, qui lui fait confiance en amont aux ingénieristes et constructeurs. Et puis, il y a également les organismes de contrôle, qui, eux, sont simplement habilités à constater si, oui ou non, tel ou tel risque est protégé ou pas protégé. Mais les organismes de contrôle que vous invitez dans vos entreprises ne sont pas du tout habilités à dire si le système de protection est conforme ou pas conforme par rapport aux normes. Il reste ensuite une sixième classe de personnes, ce sont les experts, dont moi, à l'occasion. Alors je vais commencer tout de suite ma conférence. C'est la sécurité des convoyeurs par une conception optimisée. Le référentiel réglementaire, c'est la norme ISO 12100, version 2010.
Évidemment, les lettres qui précèdent NF, c'est pour la version en français, mais c'est exactement la même chose que la version anglaise, hein. Et EN, c'est parce que c'est l'origine de cette norme-là, qui est une norme européenne. Cette norme étant considérée comme de grande qualité, elle a été adoptée par l'ISO. ISO, c'est International System Organization. Donc cette norme s'applique dans de très très nombreux pays dans le monde. Il était bon de regarder l'historique avant de vouloir faire des commentaires plus ou moins aimables sur tel ou tel texte. Parce que le monde est en constante évolution et ce qu'ont fait nos anciens a toujours une base intéressante à regarder avant de critiquer. La première directive machine date de 1989. Elle s'appelle 89-392 CEE. Et elle était appliquée. Et à partir de cette directive machine, européenne bien sûr, il en est découlé de nombreuses normes qui vont expliciter les termes généraux de la directive. Cette directive s'appelle la nouvelle approche. Et cette nouvelle approche permet d'approcher la sécurité simultanément avec la conception technique de la machine ou de l'équipement. Alors, le petit problème, c'est que cette nouvelle approche semble répondre aux besoins lorsqu'elle définit une hiérarchie des solutions de sécurité. Et ça, c'est noté à l'article 4 de cette fameuse norme de 12100, version 2010. Je vous ai mis en jaune, je vous ai mis en surligné ici exactement le texte duquel ressort ma conférence. Il dit « supprimer les phénomènes dangereux ou réduire le risque qui lui est associé en prenant des mesures de prévention ». Alors je me permets de rappeler que cette version 2010, pour cette partie-là, est à l'identique des versions précédentes depuis 1989. Alors, le problème, dans la réalité, il ressort que la première prescription, supprimer les phénomènes dangereux, est rarement appliquée, au moins dans le domaine des convoyeurs à bande. Point. Mon analyse, depuis de très nombreuses années, laisse supposer que l'hiérarchie prescrite par la norme n'est pas considérée du fait de la conjonction « ou » entre les deux termes « supprimer » et « réduire ». En anecdote, la virgule de ponctuation après le mot « supprimer » ne peut pas faire de manière certaine la marque de l'hiérarchie entre « supprimer » et « réduire ». Et c'est tout le débat de la conférence, « supprimer » ou « réduire ». On va voir ça plus tard. Alors, j'ai été voir quand même dans le petit Robert ou le Littré, supprimer les phénomènes dangereux, ça paraît évident pour tout le monde, malheureusement ce n'est pas appliqué. Un phénomène dangereux est obligatoirement lié à une machine, d'un équipement ou une partie ou composant de machine. Supprimer le phénomène dangereux revient logiquement à supprimer la machine ou le composant de machine, siège du risque, d'au moins un risque. La virgule, quant à elle, marque une ponctuation, donc c'est pour une facilité de lecture de la phrase. Mais elle ne marque pas d'hiérarchie entre les deux termes, supprimer, réduire. La conjonction de coordination sert à exprimer une alternative ou une équivalence. Malheureusement, c'est vraiment la base du problème qui va être démontré dans cette conférence. Réduire le risque qui lui est associé, ça je pense que tout le monde comprend. Le mot « réduire » défini par le dictionnaire Littré signifie rendre plus petit, diminuer, restreindre. Cette définition, ramenée à notre sujet, indique que le risque existe toujours, mais que le taux de gravité et de fréquence sont d'un niveau inférieur. L'orateur précédent a été interrogé par une personnalité de la salle sur taux de gravité et taux de fréquence. En fin de compte, on est bien dans le débat. Ce niveau inférieur de dangerosité pouvant être atteint par une solution appliquée dans la zone de risque. Voilà. La question qu'il fallait se poser, lorsque la mesure de prévention consiste à placer un écran, une grille, qui empêche l'atteinte du risque, est-ce que le législateur considère que le risque est supprimé? Eh oui, puisqu'on ne peut pas atteindre le risque, ou seulement réduit, sachant qu'il existe tout un arsenal de normes qui visent à définir comment on fait un bon protecteur.
Voilà. La remarque, lorsqu'une machine comporte plusieurs risques et que l'on supprime l'un de ces risques, le niveau global des risques de la machine est effectivement réduit, puisque le nombre de risques est réduit d'une unité. Sur cette même machine, si l'on réduit ce risque en plaçant un écran, une grille par exemple, devant le siège du risque, le niveau global de la machine est également réduit, mais de mon point de vue, de notre point de vue, pas dans la même efficacité, puisque ça dépend de la permanence du dispositif de protection, qui peut être démonté, ce qui est souvent le cas des grilles. Hier après-midi, une personnalité d'un grand groupe industriel marocain s'est présentée à notre petit stand et nous a fait effectivement la remarque que sur ces installations, il y avait énormément de grilles. Et lui-même a constaté que ces grilles étaient souvent démontées. À partir du moment où la grille est démontée, l'exposition au risque revient, et c'est peut-être pas tout à fait la bonne solution. Et c'est effectivement ce point-là qu'il faut traiter absolument. Et c'est pour cela que j'avais invité la puissance publique à cette conférence, pour que dans les textes législatifs du pays, il puisse être pris en considération que supprimer passe devant tout autre chose quand on peut le faire. C'est ce qu'on va démontrer. Ma proposition vis-à-vis de l'ISO, puisqu'il faut faire évoluer les choses, c'est ce fameux alinéa E qu'il faut scinder en deux alinéas. Le alinéa E, nouvelle version selon moi, je n'engage que moi là-dedans, c'est supprimer le phénomène dangereux, ce qui est déjà dit, en supprimant la machine et ou les composants de machine siège ou origine du phénomène dangereux, n'est-ce pas? Et alinéa F, nouvel alinéa, si le phénomène dangereux ne peut être supprimé, prendre les mesures de prévention pour réduire le risque qui lui est associé. Mais ce qui est important, c'est bien, dans ce cas-là, de montrer cette hiérarchie, ce qui n'est pas fait à cause de la conjonction de coordination ou. Alors, la démonstration de la pertinence de cette proposition va vous être présentée maintenant en montrant que le terme « supprimer » de la norme dans le domaine du convoyeur à courroie est possible. La pertinence de cette démonstration est validée par de nombreux exemples que je vais vous présenter à l'instant. Alors, effectivement, on va commencer d'abord par la suppression de machines. Alors ça peut paraître très étonnant. Vous achetez un équipement. Qu'est-ce qu'un équipement? C'est un ensemble de machines qui concourent à un même objet. Par exemple, produire du ciment, transporter du minerai pour l'amener au port pour expédition, etc. Donc ça, c'est l'équipement. Cet équipement est composé de plusieurs machines. Une machine est une construction qui comporte au moins un mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de risque, normalement. Bon. Alors, supprimer une machine d'un équipement peut paraître assez surprenant. C'est ce que je vais démontrer. Le cas le plus fréquent de machines que l'on peut supprimer concerne les convoyeurs dits de mise en vitesse. Alors, je rappelle ce que c'est qu'un convoyeur de mise en vitesse, notamment quand vous avez une grande liaison, par convoyeur à bande bien sûr, entre une carrière et une usine de traitement. Le convoyeur, il peut faire plusieurs kilomètres, 10, 20 km, 30 km, il y en a qui font jusqu'à 98 km. Ce grand convoyeur, prenez l'exemple d'un convoyeur de 10 km d'anthrax, ça vous fait quand même 20 km de bande. Et la bande est un élément à protéger de toute agression. L'agression d'une bande se fait au départ à son alimentation et puis évidemment au passage des racleurs au moment après la jetée en tête. Concentrons-nous sur l'alimentation. Les concepteurs ont choisi de mettre en amont de ce convoyeur de grande distance un convoyeur dit de mise en vitesse, puisque effectivement les bandes des grands convoyeurs roulent très vite, 5 mètres secondes, 10 mètres secondes, 11 mètres secondes, des choses comme ça. Donc ça va très très vite. Et vous comprenez bien que si on pose le produit sur la bande à ces grandes vitesses, il lui faut un certain temps à ce produit pour attraper la vitesse de la bande en question. D'où l'idée des convoyeurs de mise en vitesse. Et là, le bas blesse. Ce sont donc ces fameuses machines de convoyeurs de mise en vitesse que je recommande de supprimer. Alors, au lieu de faire un long discours, on va aller directement sur cette vue. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, mon convoyeur de mise en vitesse est en amont, c'est ici.
Et lui est dans la même direction, évidemment, que le convoyeur principal de longue distance. Il va amener la vitesse du produit à une vitesse proche, voire légèrement supérieure à la vitesse de la bande en aval, qu'il faut protéger. Et quand vous calculez la parabole de chute de ce produit au moment du contact du produit sur la bande aval, eh bien la direction du produit à ce moment-là présente un angle de l'ordre de 30 à 65 degrés par rapport au plan de la bande qui réceptionne. En clair, ça veut dire que au moment du contact du produit sur la bande, la vitesse du produit est zéro par rapport à la direction de la bande en aval. Cette vitesse-là, effectivement, est très grande, elle peut être de 5 mètres secondes, 10 mètres secondes, mais dans une direction non conforme par rapport à la direction de la bande. À partir de ce moment-là, cette machine est impropre à sa destination. Comme cette machine comporte de nombreux risques, que je n'ai pas listés, ça serait trop laborieux, cette machine doit être supprimée. Alors vous allez me dire, mais comment fait-on? Eh bien, on va utiliser un convoyeur d'alimentation en masse. Et souvent, ce convoyeur d'alimentation en masse existe, puisque c'est le convoyeur qui soutire le produit en dessous des concasseurs, par exemple. Et ce convoyeur en masse qui existe déjà, eh bien, va alimenter directement la bande principale avec un temps de mise en vitesse beaucoup plus rapide. Quand je reviens sur mon convoyeur de mise en vitesse, il ne respecte pas son cahier des charges puisqu'il ne met pas le produit en vitesse. C'est ce qu'on lui demandait de faire. 2, il accentue les problèmes de poinçonnement. Parce que les blocs, quand ils arrivent à 10 mètres secondes sur la bande aval, ça lui fait mal. Et en plus de ça, comme l'angle d'attaque l'angle de parabole de chute au moment du contact est relativement important, on va avoir un angle de rebond. C'est-à-dire que ce fameux bloc va repoinçonner 2-3 fois la bande qu'on voulait protéger. Là, on a encore une fois faux. D'autre part, comme le temps de mise en vitesse du produit est extrêmement long, alors on va être obligé d'avoir des rives de contenance longues. Comme ces rives de contenance sont longues, elles vont être forcément parallèles à l'axe convoyeur, au lieu d'être divergentes. Parce qu'elles sont longues, elles vont s'user rapidement d'abord parce que la bande avance très vite, mais en même temps, elles vont user la bande quand vous voulez protéger. Rebelote, cette convoyeur de mise en vitesse est inapproprié à son emploi. Nous, on va le regarder du système sécurité, du point de vue de la sécurité. Dans ce cas-là, je peux vous garantir que 100% des convoyeurs de mise en vitesse sont impropres à leur destination. Le premier convoyeur de mise en vitesse que j'ai fait supprimer, c'est en 1996, à la cimenterie de Lafarge-Le Havre, en France. 1996. Vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, il y a d'autres exemples de convoyeurs que l'on peut supprimer qui n'ont aucune autre utilité, mais on verra ça dans un autre moment ou individuellement si vous le souhaitez. Le deuxième grand volet de la suppression, je vous rappelle, pour être en parfaite conformité avec la EN 12100, supprimer les phénomènes dangereux. Ensuite, si on ne peut pas les supprimer, ça sera réduire. On va supprimer les composants de la machine, du convoyeur, qui exposent à un risque. Alors, dans cette partie-là, je vous ai fait deux schémas typiques de convoyeurs. Tout le monde n'a pas forcément ces profils de convoyeurs, mais c'est une bonne base de réflexion. Le premier convoyeur sur l'écran, celui du haut, représente une construction conventionnelle. On a une alimentation relativement longue, suivie d'une courbe concave. Ensuite, on a une courbe convexe, attention, constituée de plusieurs rouleaux. Ici, on a un très gros tambour de commande avec un tambour de contrainte pour augmenter l'arc d'enroulement, pour, en général, augmenter la capacité de traction du tambour de commande, capacité de traction de la bande, bien sûr. Ensuite, en dessous de la courbe convexe brin porteur, on va avoir une courbe convexe brin retour, constituée souvent d'une section de rouleaux, d'une série de rouleaux. Un système de tension bien classique à contrepoids, que tout le monde reconnaît, et puis bien sûr tous les rouleaux retour classiques. Un tambour de contrainte en queue, c'est encore fréquent en 2013. Il y a encore des constructeurs qui utilisent ce tambour de contrainte. Par rapport au tambour de queue,
qui est en général un tambour libre. Et là, il y a une explication historique. Si on regarde le principe que j'essaye de vous communiquer, eh bien, on peut optimiser, c'est bien le but de l'affaire, on peut optimiser la conception de ce convoyeur. On va réduire la longueur d'alimentation au strict minimum. Si on réduit cette longueur-là, eh bien, le nombre de risques de happement dus au rouleau sous la rive de contenance sera réduit. On est dans le bon sens du terme. Ensuite, l'histoire d'augmenter le rayon de la courbe concave, c'est plutôt issu du calcul et ça va nous servir plutôt pour le brin retour que pour le brin porteur. La courbe convexe, forcément, si c'est une bonne en auge, elle va rester comme elle est, mais on va la resserrer. Le diamètre du tambour tout à l'heure de commande en tête, on va le réduire et on va faire disparaître souvent le tambour de contrainte. Alors, pour ce fameux tambour de contrainte, il y a une règle que je vais rappeler tout à l'heure, que je donne dans mon enseignement quand je fais de la formation pour les stages mécaniciens chaudronniers. Si l'arc d'enroulement est inférieur à 200 degrés, sans faire de calcul, ce tambour de contrainte peut être supprimé. Évidemment, en faisant le calcul, vous verrez que dans 100% des cas, le tambour de contrainte peut être supprimé. C'est donc bien l'objet de cette conférence. Alors, si on poursuit l'analyse au maximum, voilà. Si on poursuit alors, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Vous voyez que dans le dessin supérieur, le schéma supérieur, j'ai représenté un système de tension à contrepoids et dans le dessin inférieur, j'ai placé mon système de tension en queue. Donc, les 3 tambours du système de tension à contrepoids, quick, disparu. Et tous les risques qui sont liés à ce système-là. Alors, ça peut paraître étonnant, mais on va en parler un peu plus tard. Et puis, si on pousse le raisonnement plus loin, dans de nombreux cas, pas tous les cas, c'est vrai, parce qu'après, il y a aussi un aspect économique à ne pas négliger. Eh bien, du convoyeur précédent qui était avec une courbe concave puis convexe, eh bien, on en fait un convoyeur rectiligne. Et pour ceux qui ont des projets de convoyeurs, il est important de réfléchir à ce point-là très en amont du projet. Pourquoi ? Vous savez que dans un grand projet, le génie civil est pratiquement maître de tout ce qui va suivre. Et une fois que le génie civil est validé et entériné, il est très difficile de le modifier, même si les convoyeurs ne sont pas encore construits. Parce qu'il y a un coût génie civil qui est exorbitant et que rarement les clients acceptent de revoir, d'autant plus que s'il y a coût, il y a évidemment un laps de temps, un délai allongé. Et vous savez que dans les projets, plus le projet traîne en longueur, plus le coût est important pour l'exploitant, pour le début de son amortissement. Alors, je vais commencer par des exposés relativement simples. La suppression de la courbe convexe. Je vais vous montrer un plan, si ça veut bien marcher. Voilà, ça c'est un plan d'un client qui est assez typique. On arrive avec un plan incliné et le convoyeur se termine par une courbe convexe. C'est bien de ça qu'il s'agit. Et au final, on va faire la même chose avec une section rectiligne. Alors évidemment, quand le convoyeur est construit, il y a un coût important pour supprimer cette courbe convexe. Et il faut encore mesurer l'intérêt de le faire, mais quand c'est un projet travaux neufs, le plus tôt possible, il faut gommer ce truc-là. Alors, l'argument qui est exposé par les concepteurs qui mettent systématiquement une courbe convexe en tête, c'est par rapport aux paraboles de chute des produits pour qu'elles soient bien centrées par rapport à la machine suivante, l'équipement suivant. Voilà. Et sur ce tableau-là, alors je vous rassure, tout ce qui a été montré à l'écran, vous l'aurez sur vos clés USB. Donc si on fait le calcul à 1,50 m/s, pour un convoyeur horizontal, ce sont les traits marrons, convoyeur incliné, donc sans la courbe convexe, ce sont les traits en couleur verte. Avec une épaisseur de veine de produit sur la bande de 150 mm. Eh bien, on s'aperçoit qu'en fait compte, supprimer la courbe convexe est favorable. Alors, je pose la question, pourquoi faire une courbe convexe? Vous avez compris, il faudra dorénavant, si vous voulez entrer en conformité avec la norme, supprimer les courbes convexes. Voilà.
Alors je refais le même exemple avec une bande à 2 mètres secondes, mais le résultat est encore plus favorable. Alors, historiquement, ces courbes convexes, surtout pour ceux qui sont issus des mines, ces courbes convexes, dans les années 70, ont été développées, notamment en France, en Allemagne, dans la Ruhr, par les ingénieurs des mines, parce qu'ils avaient de très très gros problèmes de stabilité de trajectoire de la bande. Vous savez que dans les mines souterraines, la galerie bouge parce qu'il y a les pressions de terrain. Et à ce moment-là, quand la galerie bouge, les convoyeurs qui sont suspendus au toit de la galerie, les convoyeurs bougent aussi. Et à ce moment-là, les bandes se déportent, sortent des tambours de tête, et c'est la catastrophe, il faut arrêter, la bande se déchire, etc. Donc, dans les années 70, il avait été instauré systématiquement des courbes convexes pour contraindre la bande de façon très très importante pour l'empêcher de se déporter. Malheureusement, le remède était pire que le mal, parce que ça tenait un certain temps, le temps que la bande se dégrade, suffisamment pour être instable sur la totalité du convoyeur. Résultat des courses, la solution était de supprimer ces courbes convexes et régler le convoyeur, tout simplement. Parce que c'est ce qui ne se faisait pas vraiment avec les bonnes méthodes à l'époque. Alors, quand on parle des courbes convexes, brin-retour, très souvent, cette courbe convexe est constituée par une série de rouleaux. Devant chaque rouleau, vous avez un risque de happement, tout au moins. Et le problème vient que, lorsqu'on passe cette courbe convexe, il faut déjà s'imaginer que cette série de rouleaux représente un secteur de tambour. Et la pression appliquée par la bande sur chaque rouleau est très importante puisqu'elle dépend non pas du poids spécifique de la bande, sur cette longueur-là en appui, mais dépend de la tension dans la bande, avec des coefficients correcteurs qui sont les cosinus de l'angle de cette courbe convexe, certes, mais la pression de la bande est excessive. Et en général, ces rouleaux ne tiennent pas très longtemps parce qu'ils ne sont pas faits pour cela. Alors, un, on a beaucoup de casse, et deux, pour changer les rouleaux, on a aussi des problèmes liés à la maintenance. Et je vous rappelle, dans les directives machines, il est dit que la conception de la machine doit tenir compte d'une maintenance aisée, donc qui n'expose pas au risque, évidemment. Et en fin de compte, tous ces rouleaux-là de cette courbe convexe doivent être remplacés par des tambours de catégorie C. Alors, si vous voulez, les tambours sont classés en 3 catégories. A, pour les tambours de jetée, tambour de commande. B, tambour de tension, tambour de queue, tambour de choses comme ça. Et 3, les tambours de catégorie C, pour les tambours de contrainte, les tambours de déviation, comme celui-ci. Voilà. Alors, ces mini châssis ont avec eux un tambour qui prennent en compte les protections au risque de happement et prennent en compte une maintenance aisée. Parce que quand on descend le tambour, on maintient la bande en suspens. Voilà. Vous avez alors, les courbes, parce qu'on vient de me passer un petit papier m'indiquant qu'il me restait que 2 minutes. Oui, et moi j'avais demandé 1 heure. Ah oui, j'avais demandé 1 heure. Alors là... C'est comme vous voulez, moi. Non, je prie. Voilà, ok. Mais nous négocions. Merci. Alors, il y a un autre problème qui est assez facile à appliquer dans vos entreprises d'une manière générale. C'est la suppression des rouleaux qui supportent la bande sur tout le convoyeur, que ce soit brin porteur ou brin retour. Alors, j'ai marqué comme titre « Suppression des rouleaux en surnombre ». Et là, encore une fois, il faut regarder la conception usuelle et se rapprocher de l'historique. En 1970, il y avait la norme ISO 5048, article 5.3.3, je la connais par cœur, qui définissait le pas entre support, brin porteur, par une formule de calcul très particulière, c'est l'expression d'une parabole. Très bien. Mais le législateur de l'époque avait donné 2 exemples. Le pas des rouleaux pour le brin porteur, entre 1 mètre et 1 mètre 50, et le pas des rouleaux pour le brin retour, entre 2 mètres 50 et 3 mètres. J'ai expertisé un convoyeur au mois de juillet de cette année, tout près d'ici, à Joffre-Lasphare. Le convoyeur est équipé en brin retour avec un pas de
de 2,50 m. Donc ils ont mis le minimum, quoi. Bien sûr, tous ces rouleaux représentent des risques de happement notamment. Alors, la particularité, c'est que le législateur de l'époque avait fixé une limite inférieure pour ces rouleaux, pour ce pas de rouleau, et cette limite est définie par la flèche de la bande. La flèche de la bande, c'est en fait la déflexion de la bande entre deux supports. Et cette flèche de bande, elle doit être au minimum de 0,5% du pas, la distance entre deux rouleaux, et de 2% du pas pour la valeur maximum. La valeur maximum concerne la puissance absorbée. C'est ce que je vous montre ici sur ce schéma. Quand vous dépassez 2% de flèche du pas, peu importe la longueur du pas, alors la puissance absorbée de l'installation va être infinie, au point que vous allez casser votre moteur, enfin bloquer votre moteur, coucher les stations ou casser la bande, déchirer la bande. Voilà. Donc c'est pour ça que le législateur à l'époque avait fixé ces deux limites. Malheureusement, depuis cette époque-là, donc voilà, ça c'est un extrait de la norme, copier-coller de la norme. Et ce qui était embêtant, c'était effectivement les exemples qui ont été mis entre 1 m et 1,50 m brin porteur, entre 2,50 m et 3 m brin retour. Mais pour les bandes de l'époque des années 60-70, qui étaient des bandes multipli-coton notamment, extrêmement lourdes au mètre linéaire, pour une très faible résistance à la rupture. Et effectivement, à l'époque, si vous calculiez des convoyeurs de cette époque-là avec des bandes de cette époque-là, les exemples tenaient la route. En 1989, la norme a été rééditée. Quick des deux exemples, parce qu'ils se sont révélés complètement erronés. Le malheur, c'est qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, encore de très nombreux constructeurs conçoivent des convoyeurs avec des pas de 1 m à 1,50 m brin porteur et des pas de 2,50 m, 3 m, puisque au mois de juillet, j'ai expertisé un convoyeur à Joffre, 2,50 m. Voilà. Sur mon stand, le C11 de ce Hall 2, vous avez un écran de PC, un écran de télévision, avec un quiz pour les convoyeurs. Et il est marqué une question qui vous pose la question de savoir quelle est la longueur maximum entre deux supports du brin retour. La réponse, je vous la donne, comme ça vous paraîtrez tout à fait au fait de la chose, c'est 36 mètres. Est-ce que vous avez bien 3 mètres? 1, 2, est-ce que vous visualisez 36 mètres de portée entre deux rouleaux retour? Ça y est, ça marche? Bon. Est-ce que vous avez une idée de la flèche de la bande sur 36 mètres de portée? Alors je vous donne une indication supplémentaire, le poids de la bande c'est 30 kg par mètre linéaire. La déflexion, la flèche, 350 mm, ce n'est rien. Cette installation, c'est le curvoduc de Meknès, la Farge Meknès, et depuis 2007, le convoyeur est équipé avec ce pas-là de 36 mètres entre le tambour de tête et le tambour de commande qui est au sol. Il y a sur une longueur de 211 mètres. Voilà. Et effectivement, depuis 1993 jusqu'à 2007, ce convoyeur était tout le temps en panne. Depuis qu'on a réglé le convoyeur et qu'on a fait ce pas de 36 mètres, la bande est d'une stabilité incroyable, malgré le nombre très important de tronçons de bande. Je ne sais pas combien il en a. C'est un convoyeur, il fait 10 km de bande. Donc vous imaginez à 300 mètres moyen la longueur d'un tronçon, vous calculez vous-même ce que ça peut faire. Et tous ces tronçons de bande sont hétérogènes, c'est-à-dire qu'ils ont des comportements différents de l'un à l'autre. Parce que nous avons un pas de 36 mètres, la bande a une stabilité incroyable. C'est vers là qu'il faut aller. Alors, pour accélérer ma présentation, je vais aller un peu plus loin. Alors, si on raisonne sur un très grand convoyeur avec des grosses puissances, des fortes tensions dans les bandes, 36 mètres, le pas entre deux stations, retour. Lorsqu'on a un convoyeur court,
Inférieur à 30 mètres, inférieur ou égal à 30 mètres. Combien de rouleaux à votre avis? Retour? 0. Où est-ce qu'il y a les accidents? Rouleau retour. La bande se déporte parce que les rouleaux sont encrassés. On prend une pelle, on gratte le rouleau, on part avec la pelle. Et avec la bande. Un mort. Donc il faut faire très attention à ça. Jusqu'à 30 mètres d'entraxe de convoyeur, à certaines conditions. Quand vous êtes entre 15 et 20 mètres, c'est assez facile. Au-delà de 15 mètres, 20 mètres, il faut faire vraiment des calculs très poussés pour pouvoir supprimer tous les rouleaux. Mais il y a un grand avantage. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un représentant du Kenya dans la salle et il a l'expérience de convoyeurs qui ont été modifiés en 1998 sur 30 mètres d'anthrax avec un produit transporté qui, pendant la saison des pluies, était extrêmement collant. C'est une horreur, ce truc-là. Évidemment, chaque fois que la bande rencontre un rouleau retour, façade de la bande contre le rouleau, évidemment, le rouleau se colmate et on arrivait à coincer la bande contre le châssis supérieur. Avec l'ingénieur de maintenance et moi-même, on a tout supprimé. Depuis, ça marche. Depuis, ça marche. Merci les Kenyans. Voilà. OK. Alors, donc vous avez bien compris, tout ce qui est convoyeur court, bien pensé, on supprime tous les rouleaux. L'ingénieur de sécurité, il va y trouver son compte. Plus de rouleaux, plus de risque d'accident par rapport au risque de happement. Plus de risque de chute, il n'y a plus de rouleaux, ça ne tombera plus. Il n'y a plus de produits qui tombent au sol, qui nécessitent de l'entretien. Si vous avez un sol qui est sale, risque de glissade, n'est-ce pas? Plus de saleté au sol, puisqu'il n'y a plus de rouleaux. Ce sont les rouleaux retour qui décrottent la bande et qui font tomber ses miettes par terre. Donc vous n'avez que des avantages. L'ingénieur maintenance, il est content lui. Il va aller prendre sa carte de club de golf. Puis il n'y a plus rien à faire. C'est très simple. L'ingénieur de production, lui il n'a plus de soucis. Le convoyeur il tourne. Il n'y a plus de désordre. Tout le monde y trouve son compte. Je vais essayer d'accélérer un peu. Alors, pour le brin porteur, c'est un peu plus délicat. Effectivement, il est nécessaire de calculer le convoyeur systématiquement. Mais, notamment quand vous avez des convoyeurs rectilignes, ascendants, entre le début du convoyeur et la fin du convoyeur, vous pouvez allonger le pas. Qui aujourd'hui pense allonger le pas au fur et à mesure qu'on avance vers la tête du convoyeur, donc la tension dans la bande augmente. L'exemple que je vous montre sur ce tableau, sur cet écran, c'est un convoyeur avec une courbe concave qui était extrêmement difficile à calculer. Parce que entre le début de la courbe concave, plutôt entre la fin de la portion rectiligne en queue et le début de la courbe concave, cette longueur était très courte. Et il a fallu jouer de beaucoup d'astuces. On a diminué la tension de la bande au maximum pour que la tension de la bande au pied du convoyeur, la section de basse du convoyeur, soit la plus faible possible pour bénéficier d'un rayon de courbe concave idéal. Mais pour ça, il a fallu resserrer les supports à rouleau. On est passé d'un standard de 1,20 m chez ce constructeur-là à un pas de 600 mm. Tiens, je rajoute des rouleaux. Qu'est-ce qui se passe? C'est exactement l'inverse de ce que je viens de dire. Par contre, pour tout le reste du convoyeur, au fur et à mesure qu'on arrivait vers le sommet du convoyeur, on est passé jusqu'à 3,60 m de pas entre deux stations. Voilà. Alors, rappelez-vous bien que lorsque le pas est relativement long et qu'il est calculé, bien évidemment, ce qu'on cherche aussi, c'est une pression de bande sur les rouleaux suffisante pour une qualité de trajectoire de bande idéale. Quand votre bande n'a pas assez d'appui sur les rouleaux, alors la bande se déporte et qu'est-ce qui se passe? On envoie des équipes, des mécaniciens, etc. pour régler. À chaque fois que vous avez une intervention quelconque sur une machine, vous exposez un minimum de risque. Vous augmentez vos pas de rouleau pour augmenter votre force d'appui bande-rouleau et augmenter votre stabilité de trajectoire, plus d'intervention. C'est ce qu'il fallait chercher. Parce qu'on vise bien sûr tous ces points-là, non seulement la maintenance, la surveillance, etc. Voilà. 5 minutes, d'accord, ça marche. On me met la pression. Alors,
Un autre cas assez intéressant, ce sont les convoyeurs équipés d'un chariot verseur. J'espère que vous reconnaissez le symbole. Alors, lorsque ce convoyeur monte sur son chariot verseur ou des verseurs, comme vous voudrez, et que le produit part sur un convoyeur de flèches. Donc le produit ne revient pas sur la bande pour aller en tête. Eh bien, tenez-vous bien à vos chaises, ça va décoiffer. Vous pourrez remarquer que entre 30 et 100 mètres, voire 120 mètres de convoyeur, les rouleaux du brin porteur sont parfaitement inutiles, à l'exception de 1, 2 rouleaux brin porteur. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec un pas brin porteur d'environ 30 mètres. N'oubliez pas que le brin porteur dans cette zone-là, c'est du brin tendu. Et quand je vois des convoyeurs avec 100 mètres de convoyeurs inutiles, avec une station tous les 1 mètre ou 1 mètre 50 que vous voulez, qui ne servent strictement à rien, c'est quand même... Et chacun expose à des risques. Chaque rouleau, la station ayant 3 rouleaux, vous avez 3 fois le risque. Donc, rappelez-vous bien, alors, je vais être un peu plus précis. Le dernier point de contact de la bande sur le convoyeur principal, avant de monter sur le chariot des verseurs, est à peu près ici. Entre ce point-là et la tête du convoyeur, vous avez jusqu'à 100, 120 mètres d'entraxe, des fois que 80, des fois que 50, ça dépend de la taille de la machine, bien sûr. Eh bien, si vous aviez 90 mètres, c'est parce que c'est simple à calculer, divisé par 3, ça vous fait 2 rouleaux brin porteurs à 30 mètres, et la dernière section, 30 mètres. Voilà. Maintenant, vous avez un projet de travaux neufs, eh bien, vous ne gênez pas, vous raccourcissez votre convoyeur, tout simplement. Voilà. Alors, il y avait aussi un sujet assez important, j'espère qu'on va me tolérer un petit peu plus de temps, ce sont les tambours de contrainte associés au tambour de queue, lorsque le tambour de contrainte est libre. Ça vient également l'historique des années 60, 70, quand les bandes étaient multiplicotons. Et ça nécessitait des très grands diamètres de tambour pour ne pas abîmer la bande. Comme ce diamètre de tambour était important, imposant, il était nécessaire de rajouter un tambour de contrainte pour ramasser l'encombrement vertical du convoyeur sur toute la longueur du convoyeur. Logiquement, on a mis un tambour de contrainte. Les bandes se sont modernisées et ont nécessité des tambours plus petits. Mais on continue à mettre ces grands diamètres de tambour sans justification, avec le tambour de contrainte. Il faut l'enlever. Mais si vous enlevez bêtement, sans réfléchir plus loin, ce fameux tambour de contrainte, et que vous avez un pas de rouleau de 3 mètres, ça veut dire que c'est le premier rouleau à peu près à 3 mètres du tambour de queue qui va supporter toute la charge. Donc lui qui va devenir tambour de contrainte. Et évidemment, 10 jours, 15 jours, même pas, il est cassé, parce que la charge est trop importante. Par contre, si vous supprimez tous les rouleaux brin retour pour avoir un pas de 12 mètres, de 15 mètres, à ce moment-là, ça marche. Ça reste un simple rouleau et il ne casse pas. Mais vous avez surtout enlevé votre tambour de contrainte, siège de risque. Alors vous savez, quand vous êtes expert et que vous faites des expertises pour des accidents fatals, voilà, c'est le sablier là. Ça ne vous fait pas rire que vous êtes en train d'expertiser parce qu'un jeune mécanicien est venu gratter le tambour de contrainte qui faisait déporter la bande, etc. Et l'appel est parti avec le tambour de contrainte et la bande, et le pauvre garçon, il est mort. Vous voyez, donc, c'est quand même très important ce que je me permets de vous dire. Voilà. Alors, on va essayer de clôturer. Voilà. En fin de compte, je passe en revue tout ça. Voilà. Quand même, en anecdote, pour les systèmes de tension à contrepoids, je fais vite, pour les systèmes de tension à contrepoids classiques, en général, les constructeurs pensent ou certifient qu'il faut un système de tension à contrepoids pour des anthrax jusqu'à 40 mètres, 42 mètres. Les plus hardis vont dire 50 mètres, les plus frileux vont dire 30 mètres. Eh bien, depuis 2002, ça veut dire 11 ans, vous avez un convoyeur à Aix-en-Provence, en France, qui fait 1100 mètres d'anthrax. Un tambour en tête, pas de tambour de contrainte. Un tambour en queue, pas de système de tension à contrepoids. 2 vis.
Alors exactement, ce n'est pas des vis, c'est un treuil, tout simplement, ou un palan. Voilà. Et la course de tension, c'est une chose à ne pas confondre. La course de tension pour 1100 mètres d'anthrax est seulement de 4,50 m. La bande, c'est une bande en carcasse polyester. Ce n'est même pas une bande à carcasse métallique. Donc pour les professionnels du sujet, je pense qu'ils ont assez facilement compris. Je les invite à passer à notre stand pour qu'on puisse expliquer ça plus posément, n'est-ce pas? Parce que mon temps est épuisé. Voilà. Merci de votre attention. Voilà. Avez-vous des questions? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Derieux. Donc, c'est évidemment de l'ingénierie, beaucoup d'expérience, très riche présentation. Et donc, Monsieur Derieux nous dit que si vous avez encore des questions, eh bien, passez au stand. Donc, son stand est là. Votre stand, c'est C11. C11. Il est situé au C11. Donc, pour les gens qui veulent avoir de la documentation, qui veulent avoir des éclaircissements sur ce que fait Apoevi, etc., vous passez au stand de M. Derieux et il est à votre disposition jusqu'à demain soir. Exact, merci. Et maintenant, je souhaiterais donc passer la parole à un ancien de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et directeur d'une société qui s'appelle Zander Corporation. C'est une société spécialisée dans la réhabilitation des sites miniers. Donc, Monsieur Jean-Luc Bernard va nous parler un peu d'un domaine aussi intéressant qui est qu'est-ce qu'on fait des sites miniers une fois exploités, abandonnés. Voilà, à vous la parole, monsieur. Ça fait rien, ça fait rien. Votre portable. Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Je vais juste présenter comme ça. Voilà, merci monsieur Jean-Luc Bernard d'avoir accepté notre invitation et vous avez la parole. Merci professeur Tahiri de me donner cette opportunité de présenter ces produits Zander qui, je l'espère, pourront trouver leur place à l'avenir dans ce pays et dans cette région du monde. Peut-être que certains d'entre vous m'ont connu ici dans mes anciennes fonctions à l'ONUDI, mais j'ai reconnu assez peu de visages connus, à part celui du professeur. Le thème, en fait, c'est de traiter des problèmes de pollution associés aux opérations minières. Il est clair que les excavations qui se réalisent pour accéder aux différents matériaux et aux substances de valeur qu'on trouve dans le sol perturbent l'écosystème qui aurait dû normalement rester dans une situation vierge précédemment. Par ailleurs, il y a très souvent un processus de raffinage ou de transformation des produits qui peut utiliser un cocktail d'acide, d'alcali, diverses choses, parfois des PCB, etc. Donc toute une série de produits qui sont dangereux pour l'environnement. Il y a également des problèmes avec les effluents qui, qu'il s'agisse de liquide ou de vapeur, peuvent disséminer dans l'environnement des sels de métaux lourds sur des zones plus ou moins larges. Et donc typiquement, ce genre de site peut contenir ce qu'on appelle des hotspots qui sont vraiment chargés en contamination à proximité des processus, ainsi que des niveaux de contamination plus bas et plus répartis. Et on sait bien qu'il est important de stabiliser les métaux lourds dans un état soluble, car ils posent un réel problème environnemental. Alors, quelle est la solution potentielle qui est apportée par les produits de la société Zander? La société Zander exploite un produit qu'on appelle Zander, qui est un matériau alluvial qu'on récupère dans un certain nombre de lacs en Europe centrale et en Russie.
des recherches qui ont été menées en Ukraine et au Royaume-Uni sur les 20 dernières années ont démontré que ce produit possède un nombre de propriétés de beaucoup d'intérêt pour les sols, et en particulier avec des applications pour la remédiation des sols contaminés et le conditionnement des sols pour l'agriculture. Je peux signaler que, en tout cas pour le domaine de l'agriculture, à l'intérieur d'un certain nombre de projets de l'ONUDI, en particulier dans les projets de lutte contre la désertification dans les plateaux de l'Oriental, on a fait au Maroc des tests sur ces produits qui ont donné des résultats tout à fait intéressants sur la croissance des plantes. Donc la société Zander a développé deux lignes de produits. Une ligne de produits qu'on appelle agrisants, qui sont donc des produits qui sont dédiés à l'agriculture et à la croissance des plantes, en particulier en milieu aride. Et d'autre part, une ligne de produits qui s'appelle Clear Earth, comme terre propre, pour la remédiation des sols contaminés. Alors, le produit Clear Earth, c'est quoi? C'est un produit hautement organique qui contient des substances basées sur le carbone, associées en particulier avec l'hydrogène. Ces substances incluent des sucres, des vitamines, des gras, des acides humiques. Cet ensemble organique produit une faible charge électrique et en contact avec les métaux dissous met en place un process qu'on appelle la chélation, ou chélation, je ne sais pas comment il faut dire, qui stabilise les métaux lourds dans cette matrice. De sorte que tous les éléments métalliques en solution dans l'eau et sous forme de sel sont pris en compte dans ce processus. Donc, on peut considérer que le matériau Clear Earth est un filtre tout à fait intéressant pour retirer les éléments tels que le zinc, le cadmium, le mercure, le plomb, le nickel, l'arsenic, l'uranium, le plutonium. Jusqu'ici, j'ai parlé surtout des métaux dissous dans les eaux contaminées. Le produit Clear Earth peut aussi être utilisé pour extraire une série de résidus organiques tels que les résidus de pesticides, les goudrons et les sels, enfin les produits de nettoyage industriel, dans un processus de filtration en microligne. Il y a également des applications dans la remédiation des sols contaminés eux-mêmes. Il suffit de faire un simple mélange entre le sol contaminé et le produit, et très rapidement les métaux lourds et les hydrocarbures sont dégradés. On est en train de préparer des applications dans le domaine du pétrolier, qu'il s'agisse de l'exploration ou de l'exploitation pour le traitement des débris de forage, mais également pour les sols contaminés par les hydrocarbures. Je donne quelques cas d'études qui ont donné des résultats intéressants, principalement au Royaume-Uni. Le traitement de l'eau pour une usine de fonte de zinc. Je tiens les chiffres à votre disposition et je pense que la présentation que j'ai malheureusement pas pu vous donner sera dans les documents du workshop. La remédiation des hydrocarbures dans les boues et débris de forage pétrolier. Et différents exemples de métaux lourds, également des effluents des mines. Voilà. Donc, nous comptons mettre en place un certain nombre d'expérimentations dans le domaine minier, dans le domaine des hydrocarbures. Et voilà, je suis à votre disposition pour toute question. Et pour les questions techniques, les personnes qui pourraient être intéressées, je pourrais les mettre en contact directement avec le directeur technique de la compagnie. Voilà. Merci de votre attention. La décontamination des sols, c'est extrêmement très très important, et Dieu sait combien la pollution donc contamine
les sols. Et pour décontaminer un sol, c'est très très difficile. Ce n'est pas comme les eaux qui coulent, qu'on fait passer à travers des réacteurs et sur lesquels on peut agir facilement. Un sol, lorsqu'il est contaminé, il faut voir la profondeur, combien, jusqu'où la profondeur est arrivée, est-ce que la contamination a atteint la nappe phréatique ou pas. Donc c'est vraiment un travail extraordinaire que fait Zender, et j'espère que Zender va pouvoir s'implanter dans notre pays et de faire de trouver des marchés intéressants. Dieu sait que il y avait des études faites par l'ONEP justement pour creuser les puits et sortir l'eau potable dans le nord, et on sait que les margines des tritureries de huile d'olive produisent des polyphénols et donc peuvent contaminer les sols. Donc Monsieur Jean-Luc Bernard, vous êtes sur un domaine très spécifique, très pointu, très important. Nous vous remercions pour cette présentation, et si vous pouvez nous donner s'il vous plaît votre site web pour que les gens puissent oui. Bon, tout simplement zandercorporation.com. Voilà.